Voilà. Bonsoir à toutes et à tous et heureux de vous voir aussi nombreux à l'Université de Mons pour cette deuxième soirée consacrée au cycle Les nombres extraordinaires. Alors il y a 2 semaines, monsieur Jean Maouin, qui est mathématicien et professeur émérite à l'UCL, était venu nous présenter une conférence assez délicieuse sur le nombre pi. Aujourd'hui, il nous fait le bonheur de revenir, et cette fois pour nous parler du nombre qui est à mon avis le plus mythique, en tout cas celui qui a fait couler le plus d'encre, le nombre d'or. Voilà, sans trop tarder, monsieur Maouin, bienvenue de nouveau à Mons, et bonne soirée à toutes et à tous. Eh bien, grand merci de vous être déplacés encore aussi nombreux pour entendre parler d'un nombre. Alors, du point de vue du mathématicien pointu, on le verra, c'est probablement un nombre moins prestigieux et moins mystérieux, peut-être mathématiquement aussi que pi, mais par contre, son retentissement culturel, si on peut dire, est certainement au moins égal et probablement supérieur à celui du nombre pi. Pourquoi ? Parce que, on le verra, et on essaiera d'en faire un peu la critique aussi, ce nombre a une ambition. Et certains ont voulu lui donner cette ambition, c'est d'être la caractérisation mathématique de la beauté. Alors la beauté, si vous essayez de la définir par des mots, vous pouvez aller voir des dictionnaires et ils donneront probablement des définitions différentes de la beauté et probablement qu'aucune de ces définitions ne sera satisfaisante pour tout le monde. Chacun croit savoir ou a une idée personnelle de la beauté, mais il y a beaucoup de notions sur lesquelles on a une idée, mais qu'on a bien du mal à définir de manière précise. Et alors, pour certains, eh bien, il y aurait moyen, si vous voulez, de caractériser tout ce qui est beau, par un nombre. Si c'est vrai, c'est probablement un peu triste. Bon, je ne pense pas que c'est vrai. Alors, il y a autre chose, c'est la beauté des mathématiques, non pas les mathématiques de la beauté, mais la beauté des mathématiques. Alors, ceux qui ne font pas profession de mathématiciens, s'ils écoutent peut-être parfois des mathématiciens qui discutent, qui parlent entre eux, ils peuvent être étonnés du discours qu'ils entendent. Ils vont entendre à coup sûr un mathématicien dire à l'autre « Ah, j'ai trouvé une belle démonstration de ce théorème ». Il ne va pas dire « J'ai trouvé une démonstration juste, rigoureuse de ce théorème ». Bon, une démonstration doit être juste et rigoureuse, c'est un pléonasme. Il ne va pas dire « J'ai trouvé une démonstration fausse de ce théorème », sauf si c'est un autre qui l'a fait et qu'il a trouvé une erreur dedans. Donc, il va dire « C'est une belle démonstration, c'est un énoncé élégant, c'est une magnifique théorie ». Donc, ils attribuent, ils qualifient, si vous voulez, leur travail d'adjectifs qui sont des adjectifs qu'on utilise plutôt pour de la musique, pour un roman, pour une œuvre d'art, pour un paysage, pour une femme, pour un homme. Et ça peut surprendre que finalement le côté esthétique prime bien souvent sur d'autres aspects pour une démonstration, pour un énoncé de mathématiques. Et c'est la même chose quand on doit juger pour savoir si un article va être accepté ou pas dans une revue. Bon, la plupart du temps, l'article est correct, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute de logique, il n'y a pas de faute de calcul. Bon, s'il y en a, c'est facile, on dit, ok, ça ne va pas. Mais s'il n'y en a pas, il faut décider s'il mérite d'être publié. Et de nouveau, c'est souvent un sentiment esthétique. Ah, ce résultat-là, ou cette approche, elle me plaît, dira le... Bon, plaire, c'est lié à la beauté. Et il y a des mathématiciens beaucoup plus éminents que moi qui... on parlait de la beauté des mathématiques. Henri Poincaré, vous en avez sûrement entendu parler. Eh bien, vous voyez, il essaye, et il sait bien qu'il n'y arrive pas. Il essaye de caractériser, si vous voulez, ce qu'est l'élégance. Vous voyez, l'élégance, c'est un autre mot, c'est une démonstration élégante. Pourquoi est-ce qu'elle est élégante ? Eh bien, il a l'air de dire, bon, c'est parce qu'elle est bien balancée, il y a de l'harmonie, etc.
Et Hardy, qui est un mathématicien anglais, qui était passionné de cricket aussi, bon, pour un anglais c'est pas surprenant. Alors lui, il est encore plus catégorique, vous voyez, il termine en disant « Il n'y a pas en ce monde de place permanente pour des mathématiques laides. » Et Dieu sait pourtant, si, pas pour vous, puisque vous êtes là, vous êtes des passionnés, mais si vous allez chez votre dentiste, chez votre épicier ou votre médecin, vous prononcez le mot mathématique, il va dire ce n'est pas un sentiment d'admiration, c'est quelqu'un qui trouve certainement toutes les mathématiques laides. Bon. Alors, nous allons commencer sur un mode mineur. Nous allons essayer de voir si cette volonté de caractériser la beauté par un nombre, si finalement c'est quelque chose qui est fondé. Alors j'aurais préféré bien entendu vous amener quelques miss et que nous aurions procédé à l'élection de Miss Mons, hein, ou de Miss d'Or, hein, ou de Mister Mons, ou de Mister d'Or. Nous allons faire ça avec des rectangles. C'est plus mathématique, c'est moins cher, et bon. Alors on va commencer par le rectangle le plus, celui qui vous est familier, le rectangle qui forme les feuilles de papier que tout le monde utilise, les formats A3, A4, etc. Alors, quel est le secret de la fabrication de ce rectangle, donc de ce papier? Eh bien, le secret est bien simple. Ce que l'on veut dans le format DIN, c'est que chaque fois que l'on plie ou que l'on coupe en deux, suivant la longueur, un tel rectangle, eh bien, on a évidemment deux rectangles égaux, puisqu'on a coupé au milieu, et il faut qu'ils soient semblables au précédent. Donc, quand vous pliez en deux ou coupez en deux, le but du papier DIN, et évidemment c'est pratique pour les imprimeurs, etc., c'est un format qui a été introduit en Allemagne, je crois, dans les années 20, eh bien, on veut que ce soit un papier tel que quand vous le pliez en deux, vous avez le rapport de l'ancienne longueur à l'ancienne largeur à la nouvelle est égal à celui de la nouvelle longueur, qui est la moitié de la largeur, à la nouvelle... qui est la largeur à la nouvelle largeur, qui est la moitié de la longueur. On va préciser cela, vous voyez. Vous pliez en deux le papier DIN. J'en ai peut-être un exemple ici quelque part. Ben voilà. Voilà un papier DIN, c'est le texte de la conférence. Vous le pliez en deux, eh bien, vous le coupez en deux. Le résultat, c'est la même forme. Il n'est pas plus allongé, il n'est pas moins allongé que le précédent. Et si vous continuez, évidemment, ce sera la même chose. Donc, il faut que le rapport de la longueur grand L d'origine à la largeur petit l soit la même après pliage. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que grand L sur petit l soit égal à petit l, qui est la nouvelle longueur, divisé par la nouvelle largeur, qui est L divisé par 2. Et si vous faites un minuscule calcul sur les fractions, vous voyez qu'il faut que le rapport ait un carré qui soit égal à 2. Donc, le papier DIN est caractérisé par le fait que le rapport de la longueur sur la largeur, c'est racine de 2. Donc c'est le nombre dont le carré vaut 2. Et racine de 2, ben, vous voyez, pour l'écrire, il faut beaucoup de chiffres. Hein, c'est 1,41, 42, etc., etc. Et ça ne s'arrête jamais. Alors, vous voyez, en pratique, si vous prenez les dimensions standards du format A4, on a dû évidemment prendre une certaine approximation, parce que racine de 2, on ne peut pas l'exprimer exactement en langage décimal. Et vous voyez que si vous prenez par exemple le format A4 tel qu'il est officiellement défini, eh bien le rapport n'est pas quand même trop éloigné de racine de 2. Il y a 4 décimales exactes. Donc voilà
Voilà un papier DIN, il est vert, mais il est DIN quand même. Hein. Voilà un papier DIN, un rectangle DIN. Vous voyez, je vous mets le rectangle DIN là-bas. J'espère qu'il tiendra. On ne le voit pas bien. Hein. Vous savez que les élections de Mister sont toujours truquées. Hein, donc, bon. À titre de curiosité, vous me direz, où est-ce que ça commence? Quelle est la plus grande feuille de format DIN? Eh bien, la plus grande feuille de format DIN est une feuille qui respecte le fait que la longueur divisée par la largeur, c'est racine de 2, et elle a une surface d'1 mètre carré. Donc, comme elle a une surface d'1 mètre carré, que vous connaissez la longueur et le rapport à la largeur, vous pouvez calculer quelle est la longueur et quelle est la largeur, et vous allez trouver que, j'ai fait ce calcul là, vous voyez, la longueur c'est plus qu'1 mètre, c'est 1189 mm, et la largeur c'est 841 mm. Ça c'est le papier DIN A0, vous n'en voyez pas souvent dans votre cartable, des choses comme cela, c'est A0. Et alors, eh bien, pour A1, il faut diviser évidemment la longueur par 2 pour avoir la nouvelle largeur et prendre la largeur pour avoir la longueur, et vous continuez ainsi. Et vous voyez que à partir de cette hypothèse-là, on retrouve bien les dimensions qui étaient les dimensions standards. Bon. Alors, racine de 2, vous aurez bien sûr, je crois, bientôt une conférence là-dessus. C'est un nombre assez passionnant et je suis sûr que la conférence sera passionnante également. Eh bien, c'est peut-être historiquement la première grandeur, le premier nombre irrationnel qui se soit présenté. Pourquoi irrationnel? Il ne faut pas prendre ça dans le sens qui a perdu la raison, hein, ou qui n'est pas raisonnable, non. C'est qui n'est pas un quotient ratio. Donc c'est un nombre qui ne peut pas s'écrire comme quotient de deux nombres entiers. Donc vous ne pouvez pas l'écrire comme quotient de deux nombres entiers. Alors puisqu'on parle de belles démonstrations, je n'en donnerai qu'une dans cet exposé, mais elle est... bon, les mathématiciens sont aussi fous que les autres. Ils ont essayé de faire une espèce de hit parade des plus belles démonstrations de mathématiques. Tâche complètement, disons, impossible à faire sérieusement, mais on peut rigoler quand même. Mais donc ils ont, je suppose, fait des enquêtes auprès de tous les mathématiciens. Donnez-nous par ordre les démonstrations que vous trouvez les plus belles. Eh bien, elle est dans les 10 premières. Dans les statistiques, c'est pas mal. Alors voilà, pour prouver que racine de 2 n'est pas est un nombre irrationnel, donc ne peut pas s'écrire comme quotient de deux entiers, on procède, comme on dit, par l'absurde. Ça veut dire on suppose, on est bête, hein, c'est comme ça, mais on suppose qu'il peut s'écrire comme quotient de deux entiers. À partir de là, on raisonne correctement sans faire de faute, et à un moment donné, plus vite possible, on l'espère, on arrive à une contradiction. Et donc, ça signifie qu'on ne pouvait pas supposer ce que l'on a supposé, et donc supposer le contraire. Et alors, vous voyez ici, on suppose qu'on peut écrire racine de 2 comme quotient de deux entiers. Bien entendu, s'ils ont des facteurs communs, on les simplifie, donc on peut supposer qu'ils n'ont pas de facteurs communs, m et n, donc qui sont premiers entre eux. Si on élève les deux membres au carré, là-bas, de l'égalité, on trouve que 2n carré va être égal à m carré, ce qui nous dit que m carré est pair. Or, si un carré est pair, c'est que le nombre est pair, parce que le carré d'un impair est toujours impair. Bon. Donc, m est pair, ça va, puisqu'il est pair et que m et n sont premiers entre eux, il faudra bien que n soit impair, parce que s'ils étaient tous les deux pairs, ils auraient un facteur 2 en commun. Donc, n est impair, mais on remplace alors, on écrit m deux fois quelque chose, puisqu'elle est paire, on le remplace dans l'équation, donc on trouve que n carré lui-même est pair, donc n doit être pair, donc le malheureux n, il est à la fois pair et impair, c'est trop pour un seul nombre, et c'est là qu'est la contradiction. Donc voilà une petite démonstration qu'on trouve déjà chez les mathématiciens de la Grèce antique, et qui nous permet d'être sûr qu'on n'arrivera jamais à écrire racine de 2 comme quotient de deux entiers.
rendez compte, une preuve expérimentale, ça aurait été autre chose. Il aurait fallu essayer tous les couples d'entiers et montrer qu'on n'arrive jamais à écrire racine de 2. Ça aurait été plus long. Vous voyez qu'on a échappé belle. Bon, alors, racine de 2, on ne peut pas l'écrire sans écrire une infinité de décimales, l'écrire exactement, mais on peut le construire très facilement. La géométrie, elle, vous permet de le construire. C'est-à-dire, si on vous donne un segment qui est de longueur A, vous fixez une unité, eh bien, vous pouvez facilement construire un segment dont le rapport au premier a un carré égal à 2. Donc, dont le rapport est égal à racine de 2. Et il y a une manière de le montrer. Vous voyez, vous prenez un carré de côté A, ainsi, et sa diagonale, vous l'appelez C. Alors, que vaut C? Eh bien, sans rien savoir, vous faites simplement une petite construction. Vous voyez, vous prenez le symétrique, vous prenez le symétrique, vous prenez le symétrique, et vous calculez. Vous savez évidemment que l'aire d'un carré, c'est le carré de son côté. La longueur de son côté. Donc vous avez ici moyen d'estimer l'aire du carré blanc et l'aire du carré bleu et l'aire des 4 morceaux blancs qui vont vous donner 2 carrés blancs. Et à ce moment-là, vous trouvez que racine de 2, c'est la longueur de la diagonale. Donc la diagonale est au côté comme racine de 2 est à 1. Donc, la diagonale, vous la construisez facilement. Si vous avez le carré, vous la tracez, eh bien, vous avez une représentation géométrique de racine de 2. Donc, racine de 2 est plus facile à construire qu'à calculer. Ça arrive souvent pour de tels nombres. Bon. Alors, maintenant, si on vous demande de construire, on vous donne la largeur d'un papier, et on dit, fabriquez-moi un papier DIN qui a ça comme largeur, qui a petit l comme largeur, eh bien, vous voyez, c'est facile, puisqu'on sait que la longueur, ça doit être racine de 2 fois la largeur. Eh bien, on va utiliser la construction précédente. Vous voyez, on complète le carré de côté L, on écrit sa diagonale, on sait qu'elle vaut racine de 2 fois L, on la rabat sur la ligne horizontale, et vous avez ainsi le rectangle DIN correspondant. Donc c'est une construction extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin de prendre, si vous voulez fabriquer du papier DIN et qu'on vous donne la largeur, vous n'avez pas besoin de prendre une règle millimétrée et de chercher une approximation. Un compas et une règle non graduée vont vous suffire. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on se limiterait au rectangle DIN? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas maintenant des rectangles qui seraient tels que si on le coupe en 3 parties égales, suivant la longueur, on ait 3 rectangles semblables au premier? Point de vue production, c'est beaucoup mieux. Pour un rectangle, vous en avez 3. Et j'en vois qui généralisent déjà ça dans leur tête, mais on se limitera à 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, de nouveau, on veut avoir 3 rectangles qui sont semblables au premier quand on le coupe en 3 parties égales suivant la longueur. Eh bien, vous êtes maintenant habitué au raisonnement, on fait exactement la même chose. Il faut que le rapport des dimensions initiales soit égal au rapport des nouvelles dimensions. La nouvelle longueur, c'est l'ancienne largeur. La nouvelle largeur, c'est l'ancienne longueur divisée par 3. Donc, cette fois-ci, il faut que le carré fasse 3. Et donc, le quotient, le rapport, longueur-largeur, soit racine de 3. Racine de 3, c'est un peu plus grand, c'est 1, 703, 20, etc. Bien. C'est un nombre tout aussi irrationnel que racine de 2. On le démontre pratiquement de la même manière. On va pas recommencer. Et par conséquent, on a cette fois-ci un rectangle. Voilà. Voilà un rectangle trin. Bon, ça n'existe pas dans le commerce, oui. Mais bon, peut-être qu'on va pouvoir créer une petite société en Wallonie qui va produire du papier trin. Bon, c'est jamais. Papier trin. Bon. Alors voilà, vous voyez, papier DIN, papier trin. Pour construire maintenant le papier trin,
il faut mathématiquement en savoir un peu plus que pour construire le papier DIN. On va faire appel à un théorème, qui vous rappelle certainement quelque chose, le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est un théorème sur un triangle rectangle, un triangle qui a un angle droit, et qui vous dit que le carré de l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc des carrés de l'angle droit. C'est le théorème de Pythagore. On en a dénombré des centaines de démonstrations différentes. Je vous en montre une qui est peut-être la plus simple, en tout cas la plus visuelle. Vous voyez, si A et B sont les côtés de l'angle droit de votre triangle rectangle, le triangle rectangle, ben, vous voyez, il est là par exemple, hein, n'importe lequel de ceux-là. Voilà, celui-là. Il a A comme côté de l'angle droit et puis B comme côté de l'angle droit. Et on voudrait calculer la longueur de l'hypoténuse qu'on a appelée C, quoi. Eh bien, vous fabriquez un carré de côté A plus B, la somme des côtés de l'angle droit, fabriquez un carré, et vous le décomposez de deux manières différentes. Vous voyez, là, au point, ici, vous le découpez avec des parallèles aux côtés, tandis que là, vous joignez. Vous mettez B ici, B là, et vous joignez tout simplement cela. L'aire des deux carrés totaux, c'est le même. Vous pouvez calculer celle-là, c'est A carré plus B carré plus 2AB. Celle-là, ça va être ce carré-là, c'est C carré plus les quatre triangles qui ont chacun une aire AB demi, puisque c'est la moitié du rectangle de côté A et B. Donc là, l'aire totale, c'est C carré plus 2AB. Donc ceci est égal à ça. Vous trucidez les deux AB de chaque côté et il vous reste le théorème de Pythagore. Donc voilà une démonstration du théorème de Pythagore. Il y en a d'autres. Il y en a une qui a même été donnée par un président des États-Unis. Ce n'était pas Bush. C'était un monsieur Garfield. C'était pas le chat non plus. Et ce président des États-Unis a été assassiné. Bon, ça c'est pas exceptionnel. Et il n'a pas été assassiné parce qu'il avait donné une démonstration du théorème de Pythagore, du moins on le pense. Bon, alors si vous voulez maintenant construire le rectangle trin, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous partez de sa largeur, vous construisez le triangle équilatéral qui a comme côté cette largeur, voilà. Vous prolongez la droite au-dessus là jusqu'à ce qu'elle rencontre ceci. OK. Et en appliquant le théorème de Pythagore, vous verrez que vous avez construit la longueur du rectangle trin. Bon. Alors maintenant, troisième candidat à notre élection, le rectangle que j'appellerai d'or, et vous demandez peut-être pourquoi, hein. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on ne coupe plus notre rectangle en parties égales, mais on voudrait un rectangle qui ait la propriété suivante. Au lieu de le couper en deux ou en trois, hein, de manière rigoureuse, eh bien, on retire du rectangle le carré qui a comme côté sa largeur. Donc, vous voyez, on retire du rectangle le carré qui a comme côté sa largeur. Et ce qui reste, c'est un rectangle, et on veut que le rectangle qui reste soit semblable au rectangle de départ. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir coupé en parties égales, on retire un carré, hein, qui a fatalement comme côté la largeur, et ce qui reste doit être semblable à ce que l'on a enlevé. Vous voyez, ce qui reste, c'est ça, et ça doit être semblable au rectangle de départ. Alors il n'y a pas beaucoup de rectangles qui vont réaliser cette opération-là. De nouveau, il n'y en a qu'un, comme pour les précédents, hein. Pour l'opération donnée, il n'y a chaque fois qu'une solution. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ben, c'est le même raisonnement tout le temps. Vous voyez, cette fois-ci, les rapports au départ sont les mêmes, mais quelle est la nouvelle longueur? Ben, c'est la largeur, comme toujours. Et quelle est la nouvelle largeur? Ben, puisqu'on a retiré un carré de la longueur, on a retiré la largeur, c'est la longueur moins la largeur. Donc cette fois-ci, l'égalité, c'est celle-là, qui est là au-dessus, voyez-vous. Et ici, c'est un peu moins direct. On n'a plus que le carré doit être égal à quelque chose. Non,
on a une équation un peu plus compliquée. Vous voyez, le rapport de la longueur à la largeur doit être solution maintenant d'une équation du second degré, cette équation-là. Vous voyez? Donc c'est l'équation en termes de x, si vous appelez x L sur L, c'est x carré moins x moins 1 égale 0. Oui. X carré moins x moins 1 égale 0. On va l'écrire parce qu'on en aura peut-être x carré moins x moins 1 égale 0. Alors, vous savez probablement encore comment on résout une équation du second degré. Sinon, vous allez revoir la formule. Et comme évidemment cette équation-là a deux racines, une positive, une négative, c'est évidemment la positive qui nous intéresse puisque c'est un rapport de longueur. Et on trouve que c'est 1 plus racine de 5 divisé par 2. Oui, ce n'est plus racine de 2, ce n'est plus racine de 3. C'est 1 plus racine de 5 divisé par 2. Et 1 plus racine de 5 divisé par 2, c'est 1,61, 618, 0 et des poussières. De nouveau, c'est un nombre irrationnel. Le moyen le plus simple de montrer, c'est de montrer que racine de 5 est irrationnelle. À peu près la démonstration de tout à l'heure marche encore. Et puis, comme vous ajoutez un nombre rationnel à 1, ce sera encore irrationnel. Et vous divisez par 2, ce sera encore irrationnel. Donc c'est un autre nombre irrationnel. Et c'est un nombre qui n'est pas beaucoup plus spécial a priori que racine de 2 ou racine de 3, mais il a réussi, lui, hein, comme nombre mathématique. Il a fait une carrière, et une carrière qui est longue, et on va voir pourquoi. Il a une longue carrière, mais pas tout le temps pour les mêmes raisons. Sa carrière, je dirais... mystérieuse ou populaire, etc., est assez récente. Ça a été longtemps un nombre très sérieux qui tenait sa place, et puis on verra que ce n'est finalement qu'au XIXe siècle qu'il a été pris d'un coup de folie et qu'il est devenu encore plus irrationnel qu'il n'était. Alors, si vous devez construire de nouveau le rectangle, alors un rectangle d'or, je vous en ai déjà montré, ben voilà un doré. Oui. Donc voilà maintenant, élection. Le rectangle vert, din. Le rectangle blanc, trin. Le rectangle d'or, le voilà. Vous ne vous laissez pas impressionner par les couleurs, elles ne jouent aucun rôle dans l'esthétique, c'est la forme qui compte. Et vous pouvez décider quel est celui que vous trouvez le plus beau. Voilà. Je pourrais vous faire remplir des bulletins de vote et des choses ainsi, mais enfin, là n'est pas le problème. Est-ce qu'il est facile à construire aussi? Si on me donne la largeur, est-ce que je peux construire facilement la longueur du rectangle d'or correspondant? Eh bien oui, c'est encore Pythagore qui va nous sortir d'affaire. Vous voyez, vous fabriquez cette fois-ci le carré de côté L. Vous prenez la moitié ici en bas. Vous prenez la moitié et vous tracez non pas la diagonale, mais cette espèce de demi-diagonale, si on veut, qui vaut fatalement racine de 2 fois L, et vous la rabattez à partir de ce point-là. Je ne sais pas si ça m'a... Oui. À partir de ce point-là, vous la rabattez ici, et vous pouvez calculer facilement que vous trouvez bien 1 plus racine de 5 divisé par 2. Donc c'est difficile à calculer, mais c'est facile à construire. Alors voilà, il y en a un, le rapport c'est 1,4, l'autre c'est 1,7, le rectangle d'or est entre les deux, 1,6, enfin presque 7, 1,68 à peu près, et voilà, pourquoi, lequel est le plus beau? Eh bien, on a prétendu, au XIXe siècle, que le plus beau, non seulement de ces trois rectangles-là, mais de tous les rectangles, vous imaginez des longs, c'était le rectangle d'or, et il y a des psychologues qui ont, paraît-il, fait des expériences et qui sont arrivés au résultat. On a refait ces expériences au XXe siècle, d'une manière peut-être un peu plus systématique et un peu plus scientifique, et le rectangle d'or n'est plus arrivé en tête, quoi. Alors ça me dirait, c'est les goûts ont changé. Ah.
Le goût du beau se perd. Ah oui, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, quelle est donc l'histoire de ce nombre que l'on appelle phi en général? On le désigne par phi. Et pourquoi phi? D'habitude, ça devrait avoir un rapport avec un objet mathématique ou un mathématicien. Et non, c'est la première lettre de Phidias. C'est le fameux sculpteur qui a fait les sculptures sur le Parthénon. Donc voilà, un sculpteur qui a donné essentiellement son initiale, son initiale à un nombre mathématique. Et on devine pourquoi. Bon, alors quelle est l'histoire de ce nombre d'or? Eh bien, son origine est modeste. C'est une origine, on va voir, vraiment utilitaire, rien à voir avec toutes ces considérations esthétiques. Ça remonte probablement à l'école de Pythagore. Alors Pythagore, le monsieur du théorème de tout à l'heure, on ne sait pas s'il a existé. On n'a pas de photo. Bon, si, vous aurez des portraits comme cela, mais ce n'est pas plus Pythagore que moi. Donc on ne sait pas s'il a existé. S'il a existé, c'est vers le 6e avant Jésus-Christ. Il a d'abord été dans une très jolie petite île en Grèce. C'est là qu'il est né. Il y a une grande statue de Pythagore dans l'île de Samos. Et puis il est parti, il a dû s'exiler dans le sud de l'Italie, dans le talon de la botte, là, à Crotone. Et il est surtout connu comme créateur, comme fondateur d'une école, plutôt d'une secte, car c'était des gens bizarres, les pythagoriciens. Il paraît qu'ils n'étaient pas férus de propreté. Bon, ça c'est un. Ils ne pouvaient pas manger des haricots. Vous me direz que s'ils n'étaient pas très propres et qu'ils vivaient en communauté, c'était peut-être mieux. Hein, bon. Et ils avaient une philosophie. Ils prétendaient pouvoir expliquer le cosmos, donc tout l'univers, tout ce qui se passe, si vous voulez, sur la terre et au ciel, par des nombres. Oui, donc, les nombres sont les causes de toutes les choses, les principes de toutes les choses. Donc, pourquoi est-ce qu'ils avaient cette idée-là? Eh bien, parce qu'ils avaient essayé d'expliquer, ils avaient fabriqué une gamme de musique, la gamme pythagoricienne, et qui s'exprime uniquement par des rapports de nombres entiers, et par une généralisation que souvent, d'ailleurs, auxquelles souvent les hommes de science ne résistent pas. On a fait un petit succès dans un petit domaine de sa discipline, et on voudrait finalement que cette petite théorie explique tout l'univers. Vous n'avez qu'à réfléchir un petit peu et vous en trouverez de nombreux exemples. C'est très ambitieux, ça en général ça foire, et on va voir que ça a foiré pour les pythagoriciens. Vous voyez que là, ils sont partis de la musique. Et puis alors, puisque ça marchait la musique, ben, ils ont essayé de m'expliquer que le mouvement des planètes, finalement, ça respectait aussi des règles comme la musique. Donc ils ont appelé ça même la musique des sphères, en astronomie. Et puis alors, ils ont aussi, à l'époque, on basait un peu la physique sur les 5 éléments, hein, la terre, l'eau, le feu, etc., l'air, et ils les ont associés aux polyèdres réguliers. On verra que les polyèdres réguliers, il n'y en a que 5. En réalité, ils étaient un peu embêtés, je raccourcis un peu, parce qu'il n'y avait au départ que 4 éléments dans leur théorie, l'air, la terre, le feu et l'eau, et malheureusement, il y avait 5 polyèdres, donc il fallait trouver un 5e élément. Ben, on aura trouvé le 5e élément, ne vous en faites pas. Mais alors, beaucoup plus grave, crise. Grâce au théorème de Pythagore, dont ce n'est qu'un cas particulier, voilà que, alors qu'il voulait construire tout l'univers sur des rapports de nombres entiers, quand il dessine un carré et sa diagonale, la théorie s'écroule. Donc vous voulez expliquer l'univers et le carré y échappe déjà. C'est une mauvaise nouvelle. Il y a des tas de légendes d'ailleurs attachées à cette mauvaise nouvelle. Celui qui l'a découvert, ben, bon, la légende la moins cruelle
c'est que la secte a immolé 1000 bœufs, ce qui est un peu fort pour des végétariens, car ils étaient végétariens. Vous me direz que ça ne les a pas gênés, ils ne les ont pas mangés. Une autre légende dit qu'on a noyé le type qui avait découvert ça pour qu'il ne diffuse pas l'information. Il n'y avait pas Wikileaks à l'époque. Donc voilà. Donc la théorie pythagoricienne, malheureusement, ne résiste pas au carré. Et alors, curieusement aussi, ironiquement peut-être, comme beaucoup de sociétés secrètes, s'ils avaient un signe de ralliement, les pythagoriciens, et le signe de ralliement, c'était le pentagone étoilé. Bon, l'étoile américaine, si vous voulez, ou l'étoile russe, ou un peu plus pervers, vous voyez, ça a été repris, les brigades rouges, et les CCC. Donc le pentacle, là, c'est cette figure-là. Vous partez d'un pentagone régulier, donc d'un polygone à 5 côtés égaux, ça c'est le pentagone, et vous prenez ces diagonales, vous tracez toutes ces diagonales et vous obtenez l'étoile, le pentacle. Donc c'était leur signe de ralliement, et peut-être, s'est-on dit, peut-être que là, on a plus de chance qu'avec le carré, peut-être que si on fait le rapport de la longueur de la diagonale, d'une diagonale d'un pentagone avec son côté, comme on l'avait fait avec le carré et que ça avait si mal tourné au point de vue rationnel, peut-être que dans ce cas-là, ça va être rationnel. On a peut-être plus de chance et c'est peut-être la raison pour laquelle ils prenaient ça comme signe de ralliement. Bon. Donc, est-ce que c'est rationnel, ce côté ou pas? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas si les pythagoriciens connaissaient suffisamment de mathématiques pour répondre à la question. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a une réponse à la question 200 ans plus tard, dans un des livres les plus célèbres, évidemment, de toute l'histoire des mathématiques et même de toute l'histoire du monde. Ce sont les éléments d'Euclide. Alors les éléments d'Euclide ne sont pas l'œuvre d'Euclide, c'est lui qui l'a écrit, à supposer qu'il ait existé aussi. Il y a plus de chances, lui, qu'il ait existé, mais on ne sait pas grand-chose sur lui. Donc ce n'est pas plus son portrait que tout à l'heure c'était le portrait de Pythagore, on n'a pas de véritable portrait, bien entendu. Mais il écrit ces éléments-là à Alexandrie qui rassemblent un petit peu, avec sûrement des contributions personnelles, qui rassemblent ce que l'on connaissait à l'époque en géométrie en Grèce. C'est un ouvrage remarquable. Et un des buts, il faut bien dire, de toute cette construction, c'est à un moment donné de construire les polygones réguliers que l'on peut inscrire dans un cercle, c'est-à-dire qui ont leur sommet sur un cercle donné. Alors le plus simple, c'est un triangle équilatéral, puisque polygone régulier, il faut que tous les côtés soient égaux. Le suivant, c'est le carré, le suivant, c'est le pentagone, etc. Donc une bonne partie de la géométrie d'Euclide est une espèce, les premiers livres en tout cas, sont un peu des préliminaires pour arriver à faire ces constructions. Alors bon, pour construire le carré, ce n'est pas très difficile. Bon, d'abord, si on veut construire un polygone, si on veut construire un polygone à l'intérieur d'un cercle, bon, si on veut avoir le côté du polygone, eh bien, par rapport au centre du cercle, ça va être la base, si vous voulez, d'un triangle isocèle dont les deux autres côtés seront le rayon du polygone. Donc, ce qu'il faut connaître pour le construire, c'est essentiellement l'angle qui est au sommet de ce triangle isocèle. Alors, donc l'angle, comme on sait que ça va être 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Donc dans le cas d'un carré, ça sera 360 divisé par 4, ce sera 90 degrés. Construire un angle de 90 degrés, ça c'est très facile. Et donc on obtient tout de suite la construction du carré. Et le côté sera racine de 2, nous le savons déjà, fois le rayon, la longueur du côté du carré. Bon. Curieusement, c'est plus facile de construire l'hexagone que le triangle, donc on va aller à l'hexagone maintenant. À l'hexagone, il y a 6 côtés, 360 degrés divisé par 6, eh bien ça fait 60 degrés.
Il en reste 120 pour les deux angles du triangle isocèle, donc tous les angles seront 60 degrés, c'est un triangle équilatéral, c'est facile à construire, un triangle équilatéral. La longueur du côté de l'hexagone, ben, c'est le rayon du cercle, donc il suffit de reporter le rayon du cercle 6 fois, et on a l'hexagone. Alors pour avoir évidemment le triangle correspondant, ben, il suffit de sauter un des deux. Chaque fois, un des sommets de l'hexagone qu'on a fabriqué, on a le triangle. Et dans ce cas-là, c'est facile de voir que c'est racine de 3 fois le rayon. Tout ça est très simple. Donc, le triangle, le carré, l'hexagone, mais on a sauté le pentagone. Alors, on a sauté le pentagone. Mais oui, parce que le pentagone, c'est une autre histoire. Pentagone, l'angle au centre, là, qui sous-tend au côté, cet angle-là, cette fois-ci, ça va être 360 divisé par 5, 72 degrés. Comment construire un angle de 72 degrés? C'est un peu moins direct. Alors, les deux autres angles, ils ont 36 degrés, fatalement. Vous faites la différence, 180 moins cela divisé par 2. Et donc, le triangle pour le décagone, ça doit être un triangle tel que les deux angles en dessous ici sont le double de celui-là. Ils sont égaux, ils sont le double de celui-là. 36, 72, 72. Donc si vous savez résoudre la construction de ce triangle-là, vous saurez résoudre la construction du pentagone. Du décagone. Du décagone. Car comme pour le triangle où il fallait passer par l'hexagone, pour le pentagone, c'est plus facile de passer par le décagone, 2 fois plus de côtés. Donc voilà ce qu'il faut faire pour construire le décagone. Puis quand on aura le décagone, on sautera évidemment de nouveau un sommet sur 2 en les joignant, et on aura le pentagone. Bon, et donc voilà, il s'agit de construire ce triangle. Voilà un tel triangle, et on va voir comment on peut le construire. Alors pour le construire, qu'est-ce qu'on commence? On suppose qu'il est fabriqué, et puis on va voir quelles sont ses propriétés. Je suppose donc que je l'ai fabriqué. Alors je coupe l'angle en deux, là, l'angle A, donc ça ce sera le côté du décagone, ainsi tout marche bien. Ça c'est le rayon du cercle, vous voyez, hein, je l'ai retourné, simplement le triangle, pour qu'on voit mieux. Alors je coupe cet angle-là en deux, donc je le divise en deux. Et je trace la bisectrice, donc en correspondance, qui va rencontrer le côté opposé en un certain point M. Bon, ça c'est sûr. Alors maintenant, à cause de cela, vu que l'angle en bas était le double de l'angle en haut, quand je l'ai coupé en deux, celui qui reste, c'est le même que celui-là. Donc ce triangle-là va être aussi isocèle, et donc les deux côtés seront égaux. Donc ça et ça, c'est la même chose. Et puis vous refaites un petit calcul d'angle encore, et il est facile de voir alors que ces deux angles-là vont aussi être les mêmes, et par conséquent, ce triangle-là, il est isocèle aussi, donc ce côté-là est égal à ce côté-là. Donc, vous voyez, ça, égale ça, et puis cet angle-là, égale celui-là. Par conséquent, vous voyez que le triangle ici, ce triangle-là, va être semblable à l'autre triangle. Et vous exprimez qu'ils sont semblables. Vous n'avez pas besoin de vérifier les calculs, ils sont corrects. Et si vous appelez le X, le rapport entre AM, donc ce morceau-là, coupé par la bisectrice là, et MB, eh bien vous vous rendez compte que ce rapport vérifie cette équation-là, c'est-à-dire que celle-là. Donc de nouveau, ça va être égal à 1 plus racine de 5 divisé par 2. Donc le problème, votre bon triangle sera résolu si vous arrivez évidemment à fabriquer le point M ainsi. Alors ce triangle-là mérite aussi peut-être de s'appeler le triangle d'or, parce que d'une certaine manière, il ressemble, par ses propriétés, au rectangle d'or de tout à l'heure.
rappelez-vous le rectangle d'or de tout à l'heure. Quand on lui retirait le carré, on obtenait un rectangle qui était semblable au précédent. Eh bien ici, ce rectangle-là, quand vous lui retirez l'autre triangle, celui-là, qui est un triangle isocèle aussi, donc vous partez d'un triangle isocèle, et il est tel que quand vous le retirez ce triangle isocèle-là par le bon point M, eh bien le triangle qui reste est semblable au premier. Donc il a la même propriété, essentiellement de construction, mais en termes de triangle, c'est un peu plus compliqué, mais c'est en termes de triangle. Alors, cette construction pour le point M, là, on vous donnait un côté, et tout était résolu dès que vous trouviez le point M. Si c'est le bon triangle. Si c'est le bon triangle. Et pour que ce soit le bon triangle, qu'est-ce qu'il fallait que soit-elle? Eh bien, il fallait que le rapport de AB à AM soit égal au rapport de AM à MB. C'était la condition. Et c'est donc pour ça que l'on trouve bien avant qu'on fasse la construction des polygones chez Euclide, c'est pour ça qu'on trouve chez Euclide un problème qui paraît venu de nulle part, parce qu'au moment où il le pose, il n'en a aucune motivation. C'est un des torts parfois qu'ont les mathématiciens quand ils écrivent leurs livres, c'est par souci d'élégance ou de systématique. Ils vous introduisent des choses qu'ils savent, eux, qu'ils utiliseront dans 5 ans, mais vous ne le savez pas, alors vous demandez ce qui leur passe par la tête. Bon, eh bien, ils posent le problème suivant. Étant donné un segment, je veux le diviser en deux, il y a beaucoup de manières de diviser un segment en deux, mais je veux le diviser de telle sorte que la longueur du segment soit à celle du grand morceau, comme la longueur du grand morceau est à celle du petit morceau. Et il appelle ça division en moyenne et extrême raison. Plus brièvement, ils appellent ça aussi la section. Donc, et vous voyez évidemment que si on exprime ça maintenant, ce que ne fait pas bien entendu Euclide, si on exprime ça algébriquement, on veut que le grand morceau, le segment total soit au grand morceau ce que le grand morceau est au petit. Le petit, c'est évidemment la différence du total et du grand. Et donc on arrive de nouveau à la même équation, x carré moins x moins 1 égale 0. Donc il faut que le rapport de AM à MB soit ce fameux nombre d'or phi. Donc c'est la première apparition d'un rapport qui correspond au nombre d'or dans un livre de mathématiques. Alors il en donne une autre forme. Bien avant, dans le livre 2 déjà, il invente un problème comme ça, qui est essentiellement une autre manière de poser le premier. Donc là, on se demande vraiment pourquoi il le fait, mais lui le sait. Il sait qu'il en aura besoin pour construire son décagone et donc son pentagone, et pour d'autres choses encore. Alors la construction maintenant, cette fois-ci on part du grand côté, si vous voulez, on part de AB, du segment total. Vous tracez une perpendiculaire en B avec un segment qui a la moitié d'AB comme longueur. Vous complétez le triangle rectangle correspondant. Vous reportez avec le compas la longueur BC sur l'hypoténuse. Vous arrivez à un point D. Et ce point D, vous le rabattez sur le segment original. Et ça va vous donner un point M. Et ce point M, en appliquant encore une fois quelquefois Pythagore, eh bien, ce point M, on prouve que c'est essentiellement que le rapport de AB sur AM va être égal à phi et va être égal au rapport de AM sur MB. Donc voilà comment on construit, c'est ainsi que fait Euclide, voilà comment il construit le point M. Donc sachant construire ce point M, il saura construire le décagone, sachant construire le décagone, il saura construire le pentagone. Ça a d'autres utilités chez Euclide que pour le pentagone et le décagone. Ça lui permet évidemment de construire le fameux triangle
qui était une construction intermédiaire pour le décagone. Ça lui permet, comme je vous l'ai dit, de construire les polygones, qu'ils soient étoilés ou pas. Il montre aussi que si vous prenez dans un pentagone le rapport entre le côté, la diagonale et le côté, eh bien le rapport entre la diagonale et le côté, c'est phi. C'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc pas de chance pour leur ralliement, là. C'est irrationnel. Et puis alors, ça leur permet de construire et de donner des propriétés des deux polyèdres réguliers, des deux derniers polyèdres réguliers. On l'a vu avec les polygones, un polygone régulier, donc dans le plan, vous pouvez construire des polygones réguliers d'autant de côtés que vous voulez. Il en existe pour n'importe quel nombre donné entier, il y a un polygone régulier qui a ce nombre-là de côtés. Ce n'est pas toujours facile à construire, mais ça existe. Tandis que si on veut faire la même chose dans l'espace, c'est-à-dire fabriquer maintenant des solides convexes dont toutes les faces soient des polygones réguliers, donc des triangles, des carrés, des pentagones, des hexagones, des heptagones, etc., eh bien, on peut montrer très facilement d'abord que ça ne peut pas marcher à partir de l'hexagone. C'est impossible, il n'y en a pas. Donc vous ne pouvez le faire qu'avec des triangles, des carrés et des pentagones. Et alors il y en a trois. Il y en a trois qui ont comme côté des triangles équilatéraux, bien entendu. C'est le tétraèdre. C'est l'octaèdre. Tétraèdre, il a 4 faces. L'octaèdre, il en a 8. Et l'icosaèdre, il en a 20. Vous ne pouvez construire qu'un seul solide régulier avec des carrés, c'est le cube. Il a 8 faces. Il a 6 faces, pardon. Vous pouvez construire qu'un seul polyèdre avec des pentagones. C'est le dodécaèdre. Il a 12 faces. Bon. Vous pouvez faire des moins réguliers, par exemple en employant des pentagones et des hexagones. Qu'est-ce que vous obtenez dans ce cas-là? Un ballon de foot. Bon, bravo. Mais ça, ce n'est pas un polygone régulier. Bon. Il n'y a rien de régulier dans le foot, vous le savez bien. OK. Bon, alors, sautons 2300 ans ou 2250 ans. Faisons un énorme saut dans l'histoire pour vous montrer que ces vieilles notions géométriques sont encore utiles pour trouver du nouveau. Vous vous rappelez les deux triangles qu'on avait, qui s'étaient fabriqués naturellement avec le pentagone, celui dont les côtés à la base sont doubles de celui du sommet, et celui-ci dont les côtés à la base, au sommet, le côté au sommet c'est le triple de chacun des côtés à la base. Les deux qui apparaissent quand on faisait la division du triangle d'or. Eh bien, en les combinant, vous pouvez fabriquer des figures un peu plus compliquées. Vous en mettez deux comme ça, vous avez ça. Vous en mettez deux comme ça, vous avez ça. Vous en mettez deux comme ça, un peu autrement, vous avez un cerf-volant. Et vous en mettez deux comme cela, un peu autrement, et vous avez ce qu'on appelle une flèche. Puis vous avez encore des autres après qui ne nous intéressent pas. Donc vous avez essentiellement deux types de losanges, ou bien le cerf-volant et la flèche. Eh bien, curieusement, ces objets un peu alambiqués permettent de faire des pavements réguliers. Bon, vous savez, quand vous faites un pavement, avec des carrés, c'est assez facile. Avec des rectangles, c'est un peu plus difficile pour le carreleur, mais c'est encore possible. Avec des triangles équilatéraux, c'est possible aussi. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire un pavement avec des pentagones? Eh bien, c'est une question qui est restée longtemps sans réponse. Et, disons, des pavements où apparaissent des figures comme des pentagones, vous le voyez, là, vous le voyez là, évidemment, qu'apparaissent des figures pentagonales.
eh bien, il n'est pas possible de faire un pavement périodique avec des pentagones, mais on peut faire un pavement régulier quand même, c'est-à-dire sans trou, hein, sans fente où il faudrait mettre un peu trop de ciment, avec, si vous voulez, ou bien les deux types de losanges, là, qui apparaissaient dans le pentagone, les voilà, ou bien avec des flèches et des cerfs-volants. Et c'est Penrose, un mathématicien qui vit toujours, un mathématicien britannique, qui a résolu ce problème-là dans les années 1970 ou 80. Donc c'est assez récent. Alors c'était un jeu pour lui au départ, c'était essayer de répondre à une question à laquelle on n'avait pas répondu. Voilà Penrose, donc voilà un exemple. Et alors, chose intéressante, puisque nous parlons du nombre d'or, si vous comptez les rectangles, disons les figures bleues et les figures rouges, les losanges bleus et les losanges rouges sur une aire donnée, donc sur un carré donné, vous comptez le rapport entre les deux, vous allez trouver quelque chose. Vous prenez encore un carré plus grand, vous comptez le rapport, vous allez trouver autre chose. Vous prenez encore un carré plus grand, il faut avoir une grande maison évidemment, vous trouvez encore quelque chose. Eh bien, ce que on montre donc, c'est que le rapport entre le nombre de losanges bleus et de losanges rouges, quand la surface de votre pavement augmente, devient de plus en plus proche du nombre d'or. Oui, donc le nombre d'or, il intervient dans les pavements aussi. Ce sont des pavements qui n'ont plus la propriété de périodicité, c'est-à-dire de se reproduire semblables à eux-mêmes exactement, mais ils ont une propriété plus compliquée à énoncer qu'on appelle la quasi-périodicité. Et c'était un amusement au départ, et puis ça est devenu très important pour les physiciens, parce que les physiciens, quand ils ont vu cela, ils se sont dit, tiens, mais dans le fond, des pavements à 3 dimensions, ben, c'est des cristaux. C'est la structure de cristaux. On connaissait des cristaux cubiques, on connaissait des cristaux, des structures simples. On n'en avait jamais observé qu'il y avait quelque chose à voir avec le pentagone. Eh bien, il suffisait de savoir que ça existait mathématiquement pour les trouver. Enfin, il suffisait. On les a trouvés dans la nature. On a vu qu'il y avait des substances qui cristallisaient suivant la généralisation à 3 dimensions des pavages de Penrose. Donc, on les a appelés des quasi-cristaux. Donc, ça existait mathématiquement, et puis on s'est rendu compte que ça existait dans la nature. Alors, bon, après cette petite parenthèse sur des choses sérieuses de Penrose, revenons au cours de l'histoire. Bon, après les Grecs, les Romains, il ne s'est pas passé grand-chose mathématiquement, ce n'étaient pas des grands mathématiciens, les Romains. Les Arabes, eux, étaient nettement meilleurs à ce point de vue-là, et ils nous ont non seulement, comme on le dit souvent, transmis l'héritage grec, mais ils l'ont amélioré aussi systématiquement. Mais il n'y a pas eu, au niveau de ce qui nous intéresse, du nombre d'or, de progrès réel. Et alors arrive un moine, à peu près vers 1500, un moine italien qui est né à Borgo San Sepolcro. San Sepolcro, c'est en Toscane. C'est la ville natale aussi de Piero della Francesca, qui est un des tout grands peintres de la Renaissance italienne. C'est un beau petit bourg. Si vous en avez marre de la foule à Florence, ben vous allez là et vous y verrez un très beau musée. Et vous y verrez une statue de Luca Pacioli aussi. Donc ce moine, un frère franciscain, c'était un franciscain, et alors il a enseigné les maths dans des tas d'endroits. Je ne sais pas si on le mettait à la porte régulièrement ou pas, mais enfin, il n'a pas été très fidèle à l'institution. À un moment, il était à Milan, et au moment où Leonardo da Vinci était également à Milan. Et il a écrit plusieurs livres. Il est aussi à l'origine de la comptabilité, celui qui a donné un premier traité de comptabilité au sens moderne. Et il a écrit une espèce d'encyclopédie des maths aussi. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est un ouvrage qui s'appelle La Divina Proporzione, la divine proportion. Alors la divine proportion, qu'est-ce que c'est? Ben, ça n'est rien de neuf.
c'est la division en moyenne et extrême raison, rebaptisée, bon c'était un prêtre, rebaptisée divine proportion, on va voir pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce livre est en fait formé de 4 livres. Il y a 4 livres dans la Divine Proportion. Le titre général, c'est Divina Proportione. Il y a Compendium de Divina Proportione, donc ça c'est ce qui porte sur la Divine Proportion. Et puis il y a un traité d'architecture. Et puis il y a un petit livre sur les 5 corps réguliers, ce sont les solides de tout à l'heure. Qu'il est d'ailleurs essentiellement une traduction d'un ouvrage de Piero della Francesca. Et puis, il y a une 4e partie qui est comment écrire des lettres, comment fabriquer les lettres de l'alphabet. Donc, un traité pour imprimeur, si vous voulez. Donc, ce sont des choses assez disparates. Alors, voilà la page de titre de la Divine Proportion. Vous voyez ? Et ce qui est écrit là, je ne suis pas sûr que vous le lisiez facilement. En passant quand même, c'était pas mal, les dessins de cet ouvrage sont de la plume, ou je ne sais pas quoi, de Leonardo da Vinci. Voilà. Quand j'ai écrit mon bouquin d'analyse, j'ai préféré ne pas mettre de figure. Je n'avais pas les moyens de me payer bon. C'était un ami. Donc voilà par exemple un exemple de figure faite par Leonardo da Vinci pour des 5 polyèdres réguliers. Pour le dodécaèdre. Voilà. Alors, ce que vous n'avez pas su lire, là, je vous l'ai traduit. Je vais montrer que le marketing existe. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du titre de ce livre? Eh bien, il y a ça. Où chacun de ceux qui aiment à étudier la philosophie, la perspective, la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique et les autres disciplines mathématiques, vous voyez qu'à l'époque les mathématiques étaient plus larges qu'aujourd'hui, trouvera une très délicate, subtile et admirable doctrine et se délectera de diverses questions touchant à une très secrète science. Alors ceux qui n'ont pas regardé le bouquin en détail se sont dit, ben voilà, la divine proportion, c'est le secret de l'architecture, de la philosophie, de la peinture, de la musique et des autres disciplines. Mais ce n'est pas du tout ça qu'a écrit, ça c'est de la pub, ça c'est du marketing. En réalité, les traités, les morceaux du livre de Pacioli, n'ont aucune relation les uns avec les autres. Quand il fait la divine proportion, on va voir, c'est la division en moyenne et extrême raison, comme Euclide, plus de la théologie, qui n'est pas citée, plus de la théologie, on va voir. Le traité d'architecture n'a aucune référence au nombre d'or, c'est du Vitruve. Et Vitruve, c'était essentiellement des rapports d'entiers. Les polyèdres réguliers, c'est un traité sur les polyèdres réguliers, il est évident que ça a à faire avec le nombre d'or, mais on le savait déjà. Et la fabrication des lettres, ce n'est pas du tout qu'on en fera de plus belle si on prend des rapports entre le L, la barre d'en dessous et la barre du dessous égale au nombre d'or. Non, non, c'est uniquement un traité pour imprimeurs. Mais quand vous lisez ça, et en plus une très secrète science, on a l'impression qu'il a été déterré des secrets longuement enfouis. Non, ça... c'est du marketing. Et vous allez voir d'ailleurs que le style de Pacioli était assez personnel. D'habitude, un bouquin, ça se découpe en chapitres. Il n'a pas mis des chapitres. Maintenant, je parle uniquement de la partie sur la divine proportion, sur la division en moyenne et extrême raison. Il les a appelés des effets. Donc, c'est effet 1. Et alors, au lieu de dire effet 1, effet 2, effet 3, non, il leur donne des adjectifs. Le premier, il est considérable. Le deuxième, il est essentiel. Le troisième, il est singulier. Le suivant, il est ineffable, admirable, inexprimable, inestimable, excessif, des plus excellents, incomparables, des plus distingués. Et en italien, c'est encore plus beau. Et qu'est-ce que cachent ces effets? Eh bien, on est un peu déçu. Alors, quand après avoir vu le titre, on se plonge dans l'effet ou dans le chapitre,
Par exemple, le 7e effet, et ils sont tous du même acabit, eh bien, c'est prouvé que si vous avez un décagone de côté A, eh bien, le rayon du cercle auquel il est inscrit, c'est phi, quoi. Donc, c'est le rapport entre, essentiellement, le cercle du côté. Donc c'est Euclide. Mais il a mis ça en musique, quoi. Bon. Donc, tous ces effets, c'est essentiellement, il a été pêché dans Euclide tout ce qui avait rapport avec le nombre d'or, qui n'est pas encore le nombre d'or, qui est la division en moyenne extrême raison, et il les a affublés de nombres. Première chose. Donc du point de vue géométrique, rien de nouveau par rapport à Euclide. Alors, par contre, il était un frère, un franciscain. Bon, ils ne sont pas peu de temps réputés pour leur théologie, ce seraient plutôt les dominicains. Enfin, il a peut-être voulu leur rabattre leur caquet aussi. Il s'est mis, lui, à trouver des analogies entre la division en moyenne et extrême raison et les attributs de Dieu. Exemple, vous voyez, la divine proportion est très suave, subtile et admirable. Bon, ça, ok. Elle est unique comme Dieu. Bah oui, il n'y a qu'une seule division en moyenne et extrême raison, et Dieu aussi est unique. Ben voilà, quand même, il fallait y penser. Elle est irrationnelle. C'est peut-être pas gentil pour Dieu si on prend à l'image de l'incompréhension de Dieu. Elle régit comme la Sainte Trinité une relation entre trois, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voyez? Et il continue comme cela, et donc nous avons droit à un traité de théologie géométrique ou de géométrie théologique. Et en plus, il explique pourquoi il n'a mis que 13 chapitres, 13 effets. Parce qu'ils étaient très à table à la dernière scène. Donc c'est quand même une raison majeure pour terminer un livre avec 13 chapitres. Donc ça c'est assez curieux, mais c'est pas Pacioli. Bien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un traité sur la division en moyenne et extrême raison, donc nous dirions aujourd'hui un traité sur le nombre d'or, suivi d'un traité d'architecture, d'un traité de peinture aussi, et aucune relation entre les deux chez Pacioli. Bon. Faisons maintenant ce que n'ont pas fait, évidemment, ni Euclide ni Pacioli, faisons un peu d'algèbre avec notre nombre d'or. Vous allez voir que c'est une algèbre extrêmement intéressante. Vous voyez que j'ai réécrit l'équation du second degré satisfaite par ce nombre d'or. Donc si je divise par phi et que je vois que 1 sur phi va s'écrire comme phi moins 1, donc si vous devez calculer l'inverse du nombre d'or, ne le faites surtout pas. Car ceci vous dit ce qu'il faut faire, vous laissez simplement tomber la partie avant la virgule. Ce sont les mêmes décimales, vous voyez, qu'il y avait avant, puisque c'est phi moins 1. Donc calculer l'inverse du nombre d'or, c'est très facile. Calculer le carré du nombre d'or, le carré du nombre d'or, à cause de l'équation, c'est phi plus 1. Donc il suffit d'ajouter 1 au nombre d'or, vous avez son carré. Et alors on peut continuer comme ça. Si vous voulez calculer le cube, eh bien, vous voyez que finalement, c'est phi au carré plus phi, et puis vous utilisez la formule là au-dessus, ce sera 2 phi plus 1. On continue. La 4e puissance, c'est 3 phi plus 2. La 5e puissance, c'est 5 phi plus 3. La 6e puissance, c'est 8 phi plus 5. Donc, pour calculer toutes les puissances du nombre d'or, il ne faut pas faire de grandes multiplications. Il suffit simplement, vous voyez, de multiplier phi par des nombres entiers convenables, et d'ajouter un autre nombre entier convenable. Et qu'est-ce qu'ils font ces nombres entiers-là? Eh bien, vous voyez, là c'est 2, 3, 5, 8. Donc 2, 3, 2 plus 3 c'est 5, 3 plus 5 c'est 8, donc peut-être que ça continuera ainsi. Et les autres, vous voyez, c'est 1 plus 1 c'est 2, 1 plus 2 c'est 3, 2 plus 3 c'est 5. Alors, est-ce que la règle est vraie? Eh bien oui, vous pouvez la vérifier, c'est une règle qui est absolument générale. Pour cela, il faut faire un petit calcul que je ne vous fais pas. Que je ne vous fais pas détailler, et alors vous voyez que partant des nombres, si vous écrivez la nème puissance comme un nombre entier fois phi plus un autre nombre entier, eh bien pour obtenir ces entiers-là, vous partez de 1
pour n égale 1 de 1 et 0, et puis chaque fois, le Fn plus 1, c'est la somme du Fn et Gn, et le Gn plus 1, c'est le F précédent. Donc c'est pour ça que vous obtenez ainsi cette progression indiquée là-bas. Alors, c'est plus facile, si vous voulez, on va les mettre ainsi. Donc vous voyez, vous avez les Fn et les Gn. Je rappelle, c'est ce qu'on obtenait. La règle de formation 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5, etc. 8 plus 5, 13, etc. Et ici, c'est la même, mais qui est décalée d'une unité. C'est la règle de formation. Alors, c'est encore plus visuel si vous éliminez le G, si vous voulez. Et vous obtenez ainsi la relation pour les Fn. Cette fois-ci, il faut 2 Fn pour avoir le suivant. Le F à l'endroit n plus 2, eh bien, c'est la somme des 2 F précédents si on part de A et A. Donc, vous voyez ce qu'on fait ici. On part de A à A, et puis A plus A, 2. A plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8. Chaque fois, on obtient un nombre en faisant la somme des 2 qui le précèdent. 34, c'est 21 plus 13. 89, c'est 55 plus 34. Et vous pouvez continuer ainsi. Bien entendu, ces nombres-là augmentent très vite. Et il se fait qu'ils étaient déjà connus. Ils étaient déjà connus d'une manière complètement indépendante du nombre d'or et de la division moyenne et extrême raison par un autre mathématicien italien, à peu près de 1200, Fibonacci ou Leonardo da Pisa, qui, en fait, dans un livre publié juste aux environs de 1200, avait posé comme problème ce qu'on peut considérer comme le premier modèle mathématique de démographie, donc le premier modèle de démographie mathématique. Et quel est le sujet idéal pour étudier la démographie? C'est le lapin. Parce que le lapin, ça se reproduit vite et bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est posé comme problème? Qu'est-ce qu'il a posé comme problème, notre Leonardo? Ben, le voilà. Bien entendu, dans un modèle mathématique, on simplifie toujours la réalité, on l'idéalise. Vous allez voir combien c'est idéalisé chez les lapins. D'abord, on ne regarde pas les lapins individuellement, c'est chaque fois des couples de lapins, papa, maman, lapin, un couple de lapins. Alors, les couples de lapins vont chaque fois produire un couple de lapins aussi. Il n'est pas question d'avoir 2 garçons, 2 filles, non. C'est chaque fois un couple de lapins. Et comment est-ce qu'ils produisent ces couples de lapins? Eh bien, à chaque mois. Je vous l'ai dit, c'est des lapins. Et alors, quelle est la règle? Simplement, c'est que quand même, le couple de lapins, il faut bien qu'il apprenne un petit peu comment faire un autre couple de lapins. Donc, il n'a pas le mois suivant déjà un couple de lapins. Celui qui vient naître, il faut qu'il attende un mois de plus. Donc, c'est ce qui est écrit là. On suppose qu'un couple de lapins engendre un autre couple par mois, mais il ne commence à engendrer qu'à partir du 2e mois. Alors, si vous traduisez ça mathématiquement, eh bien, vous allez voir que, voilà, à l'origine, au mois 1, il y a un couple, au mois 2, il n'a toujours qu'un couple, il n'a pas encore appris. Alors, au mois 3, ben, là, il va avoir le premier qui a appris. Lui, il va faire son 2e couple, donc vous en allez avoir 2. Et puis, au mois 4, eh bien, vous avez les 2. Chaque fois, ils ne meurent pas, les lapins. Ils se reproduisent. Ils ne meurent jamais, ils se reproduisent. D'ailleurs, le sexe, c'est la santé, c'est ça. Eh bien, et alors chaque fois, évidemment, combien va-t-on avoir de nouveaux couples? Donc il y a toujours ceux qui restent, il faut les reporter. Et puis les nouveaux couples, eh bien, c'est donné par le nombre de couples qu'il y avait 2 mois avant, évidemment, puisqu'il y a chaque fois eu la nécessité d'avoir ce mois d'apprentissage. OK. Donc vous voyez que la règle comme cela, je l'ai écrit en français, et si on la traduit en mathématiques, on retombe exactement sur la règle que nous avons obtenue en élevant le nombre d'or à la puissance, aux différentes puissances. Donc cette suite-là, qui est la même, on l'appelle depuis la suite de Fibonacci, c'est celle de tout à l'heure, je l'ai poussée un peu plus loin. Alors, si vous vous promenez en forêt et que vous ramassez une pomme de pin, vous avez déjà remarqué que si vous la regardez comme ça par l'arrière, eh bien, les écailles de la pomme de pin ont une structure assez régulière. Et ça forme, si vous voulez,
des courbes, des courbes comme ça. Vous pouvez les grouper, si vous voulez, en courbes. On le verra mieux sur la chose suivante. Vous voyez, suivant des espèces de spirales, comme ça, à partir du centre. Okay. Mais vous pouvez regarder les choses autrement et voir que ça forme aussi des spirales qui, au lieu d'aller vers la droite, vont vers la gauche. Vous avez des spirales là qui vont vers la gauche. Et si vous faites le compte des spirales, vous comptez les spirales, eh bien vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas autant vers la gauche que vers la droite. Et vous faites le compte et vous voyez ici, il y en a 8 d'un côté et 13 de l'autre. Alors comme vous avez une mémoire excellente, vous vous dites tout de suite, mais 8 et 13, ce sont deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci. Bizarre. Alors, continuez votre promenade, vous arrivez dans un pré, vous effeuillez la marguerite. Vous arrivez donc au cœur de la marguerite. Non, ça c'est pas la marguerite. Ça. Vous arrivez au cœur de la marguerite. Et vous voyez qu'il y a une structure un peu semblable. Et de nouveau, dans un sens 8 spirales, dans l'autre sens 16 spirales. Sortant du pré, vous arrivez dans un champ. Vous arrivez dans un champ de tournesol. Alors là, c'est plus compliqué, parce que vous allez voir que, de nouveau, il y a une structure comme cela, mais dans le cas suivant, vous allez trouver 21 spirales et 34 spirales, suivant le sens, mais vous pourrez aussi en trouver 34 et 55, et même si vous avez de la chance, c'est comme pour les trèfles à 4 feuilles, vous pouvez en trouver qui sont de nouveau deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, mais plus grands. Le tournesol semble particulièrement prolifique dans ce domaine. Alors ça n'a pas échappé aux botanistes, évidemment, ce genre de choses, et ils ont appelé ça, ils ont remarqué que ça apparaissait dans de très nombreux végétaux. Pour paraître plus savants, ils leur ont donné un nom savant, parastiche. Bon. Et dans 92% des cas qu'ils ont répertoriés, ce sont toujours le nombre de parastiches, donc ceux d'un côté dans un sens dans l'autre, c'est toujours deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci qui peuvent varier suivant une espèce ou une autre et qui peuvent aussi varier dans une même espèce. Ils ont appelé cette partie de la botanique la phyllotaxie et on a trouvé une espèce de loi pour expliquer cette formation-là, que dans un bourgeon, les unités botaniques, donc les écailles ou les petites parties du centre de la fleur, du pistil, qu'on appelle des primordia, se forment une par une et elles se forment dans l'endroit le moins peuplé autour du centre qu'ils appellent le méristène, donc ça part d'un centre comme cela, et voilà. Et donc, on a cru longtemps que ça c'était une propriété de la vie, si vous voulez. La vie, pour mieux se développer, elle cherchait toujours l'endroit le plus favorable, c'est-à-dire l'endroit le moins encombré, pour que les autres ne la gênent moins dans sa croissance. Donc c'était une propriété de la matière vivante. Et ce n'est que très récemment qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas une propriété de la matière vivante, c'est une propriété aussi de la matière tout court, de la matière inerte. Il y a eu des beaux travaux de Douadi et Couder, eux, qui ont laissé tomber des gouttes de ferrofluide, donc qui se comportent comme des petits aimants, sur une coupelle qui est placée dans un champ magnétique, si vous voulez. Et l'effet de cela, c'est que quand les gouttes tombent, eh bien, vu que c'est la coupelle, elles ont tendance à s'éloigner, et avec le champ magnétique, elles prennent, si vous voulez, elles subissent une force latérale aussi, et avec ce dispositif-là, ils ont réussi à reproduire pour les gouttelettes qu'elles se placent sur des spirales, qui sont exactement des spirales dont le nombre, c'est deux nombres consécutifs de Fibonacci. Donc finalement, c'est la répulsion un petit peu des gouttes de ferrofluide les unes par rapport aux autres, c'est pour être le plus loin possible des autres, comme on fait quand en période d'épidémie on va chez le docteur, eh bien dans la salle d'attente, la place qu'on va choisir pour s'asseoir, c'est celle qui sera la plus éloignée de ceux qui sont déjà là, pour limiter la contagion. Ici, c'est un petit peu la même règle. Donc il n'y a pas de mystère, si vous voulez, vraiment dans cela. C'est une espèce de loi de la physique qui s'applique aussi. Alors,
si vous reprenez votre suite de Fibonacci maintenant et que vous calculiez le rapport de deux termes consécutifs, F2 sur F1, F3 sur F2, F4 sur F3, etc. Et c'est Kepler lui-même qui est là le premier observé. Il a fait ces calculs-là et vous voyez, si nous arrivons à F10 sur F9, on a 1,617 et des. Et vous vous rappelez, le nombre d'or, c'est 1,618 et des. Donc ça donne vraiment l'impression de se rapprocher du nombre d'or. Alors est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, c'est vrai, c'est pas seulement une impression. Si vous écrivez la formule qui relie les 3 Fn consécutifs, si vous l'écrivez en divisant les deux membres par Fn, et puis que vous appelez Wn justement ce rapport-là, il est facile de voir que si les Wn se rapprochent de quelque chose, bien le quelque chose devra être devra vérifier W égale 1 plus 1 sur W, c'est-à-dire notre bonne vieille équation. Donc la limite, si elle existe, doit être le nombre d'or, et on prouve qu'elle existe, ce n'est pas trop difficile, et donc la limite, c'est le nombre d'or, Kepler avait raison. Et donc, ce n'est pas tellement une surprise, ça vient aussi de la structure, si vous voulez, de construction des Fn les uns avec les autres. Mais alors, ça nous dit aussi, ce sera important pour la suite, que si je prends la suite des approximations des Wn, ben c'est 1, puis c'est 2, puis c'est 3 demi, puis c'est 5 tiers, c'est 8 cinquièmes, 13 huitièmes, 21 treizièmes. Eh bien, ça, ce sont des nombres rationnels, hein, ce sont des fractions d'entiers, des quotients d'entiers. Eh bien, ces fractions-là se rapprochent, et assez vite finalement, du nombre d'or. Donc, si vous n'avez pas une vue trop précise, eh bien déjà 5 tiers, par exemple, prenons 8 cinquièmes, ben 8 cinquièmes, par exemple, c'est 1,6. Le nombre d'or, c'est 1,61. Donc, à 1 centième près, ou 2 centièmes près, puisque c'est 618, c'est déjà une approximation du nombre d'or. Donc, distinguer, quand on va un peu plus loin, le nombre d'or de 21 treizièmes, par exemple, il faut déjà d'extrêmement bons yeux. Donc, on peut approcher ainsi le nombre d'or par des fractions rationnelles. On l'appelle par rapport à pi, je vous ai dit pi est transcendant parce qu'il ne peut pas être racine d'une équation algébrique à coefficient entier. Bien sûr, phi l'est, hein, c'est une équation algébrique à coefficient entier qui est là. Bon. Donc il est algébrique et il a une propriété qui le distingue de tous les irrationnels. C'est peut-être le plus irrationnel des irrationnels. Dans quel sens? Eh bien, c'est celui qui se laisse approcher le plus lentement par des rationnels, par les fractions que je vous ai données. Donc, si vous voulez, c'est celui qui résiste le plus à l'approximation. C'est une propriété qui n'est pas évidente à prouver, il faut la préciser, bien entendu, je ne le ferai pas, et puis il faut le prouver, mais c'est un irrationnel irascible, c'est le plus irascible des irrationnels par rapport à son approximation par des rationnels. C'est une des propriétés mathématiques les plus intéressantes, en fait, de phi, par rapport à tout le reste. Bon, alors, on peut faire des belles formules, on peut l'écrire uniquement avec des 1, phi. Vous voyez, si je prends l'équation qui vérifie, je peux l'écrire, phi c'est 1 plus 1 sur phi. Ben, ce phi-là, je vais le remplacer par 1 plus 1 sur phi, donc j'aurai cela. Ce phi-là, je vais le remplacer par 1 plus 1 sur phi, donc j'en aurai 1 plus. Et finalement, en continuant ainsi et en mettant des petits points, vous voyez que je peux écrire phi comme une infinité successive de divisions où il n'intervient uniquement que des 1. Donc on peut écrire phi uniquement avec des 1. Et si vous n'aimez pas diviser, vous pouvez prendre des racines carrées aussi. Et vous pouvez écrire phi uniquement avec des 1 en prenant des racines successives. Avec phi carré, c'est phi plus 1. Donc phi, c'est racine de 1 plus phi. Le phi, là, vous le remplacez par racine de 1 plus phi. Et ainsi continuer. Et vous avez une suite de racines emboîtées où il n'y a que des 1. Alors... si vous ne comprenez pas ces formules-là, ne vous en faites pas, l'important c'est qu'elles sont belles. Ça, ce sont de belles formules. Voilà. C'est un exemple vraiment de belles formules
C'est fait avec peu de choses et avec une opération simple qui se répète indéfiniment. Il faut qu'elle se répète indéfiniment puisque phi est irrationnel. Et nous allons terminer maintenant en sombrant dans l'irrationnel. Quand a-t-on commencé à sombrer dans l'irrationnel? Eh bien, assez tard. C'est au XIXe siècle et en Allemagne que s'est développé un courant d'esthétique scientifique, c'est-à-dire un souhait d'expliquer l'esthétique, la beauté, etc., par la science, par les mathématiques, par la physique, par la chimie peut-être, que sais-je. Et donc, déjà, il y a Martin Ohm. Alors, la loi d'Ohm, vous connaissez, hein, en électricité, ben, c'est pas lui, c'est son frère. Donc, c'est le frère de l'homme de la loi d'Ohm. Il a écrit un bouquin élémentaire de mathématiques et il semble être le premier à avoir qualifié la division en moyenne et extrême raison de section d'or, Goldene Schnitt en allemand. Bon. C'est sa seule contribution, c'est d'avoir donné un nouveau nom. Mais alors, un philosophe allemand qui se prénommait Adolphe et Zeising, eh bien lui, il publie un bouquin en 1854. Vous voyez, une nouvelle étude des proportions des corps humains, basée sur une loi morphologique fondamentale jusqu'à présent inédite qui sous-tend la nature et l'art avec une analyse comparative complète des systèmes précédents. C'est un style certainement germanique et autoritaire. Hein. Voilà, nous allons pouvoir expliquer la beauté grâce à une loi morphologique fondamentale. Et quelle est la loi fondamentale? Eh bien, c'est tout simplement que tout ça, tout ce qui est beau dans le corps humain, dans la nature, etc., dans les arts, c'est parce que ça fait intervenir le nombre d'or, la section d'or, la Goldene Schnitt, et donc ça devient une norme. S'il y a le nombre d'or dans votre construction, c'est beau. S'il n'y a pas, c'est laid. Alors, il écrit un très gros, enfin, publie après sa mort un très gros ouvrage qui porte le nom de Goldene Schnitt. Mais alors, pendant que ce philosophe fait cela, un psychophysicien, ça n'est pas un physicien psychopathe. Hein, non. Un psychophysicien, c'est un homme de science, si vous voulez, qui essaye d'expliquer les phénomènes psychologiques d'une manière physique. Donc vous en avez sûrement déjà entendu parler, Fechner, hein, la loi de Fechner sur l'excitation et la sensation. Eh bien, ce même Fechner, il met en doute les résultats de Zeising. Pourquoi? Ben parce que, bon, il dit, lui, que ces histoires d'esthétique, ça doit être vérifié par l'expérience. Et alors, il dit, bon, vous dites que dans les peintres, ils ont utilisé le nombre d'or aussi, mais bon, pour cadrer, faire apparaître votre nombre d'or, vous laissez tomber un petit morceau du tableau, vous faites des mesures approximatives, etc. Donc, tout ça n'est pas très scientifique. Et par conséquent, il dit que cette loi est arbitraire et qu'il faut faire une esthétique expérimentale. Bon. Mais quand même, c'est lui qui fait le premier les expériences sur l'esthétique des rectangles. Et ses conclusions, c'est quand même que le fichu rectangle d'or de M. Zeising semble avoir la préférence. Quoi. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, plus personne ne croit à ces expériences-là, à moins que les goûts aient changé. Et alors Zeising, lui, il se met à voir le nombre d'or partout. Il commence par exemple à montrer que dans la grande pyramide de Khéops, eh bien, en faisant le rapport de telle dimension à telle autre dimension, on trouve le nombre d'or. Peut-être. Hein. Avec le Parthénon, vous voyez, si vous prenez le Parthénon et vous tracez une figure comme elle est indiquée là, eh bien, vous trouvez un certain nombre de rapports qui sont le nombre d'or. Bon. Alors, il faut bien dire qu'il faut aller mesurer sur le vrai Parthénon. Alors, le vrai Parthénon, c'est ça. Et ça, c'est le dessin du Parthénon. Alors, ça n'est peut-être pas aussi évident
de faire sur le vrai parthénon vraiment des mesures précises qui vous permettent de dire que le résultat va être un nombre irrationnel en plus. Donc, il faut prendre ça quand même, cum grano salis. C'est peut-être le nombre d'or, c'est peut-être 8 cinquièmes, c'est peut-être 13 huitièmes. Hein, bon, ok. Donc, ce sont des arguments qui sont plus des arguments de foi qu'autre chose. Par contre, il y a des gens qui l'ont fait exprès d'utiliser le nombre d'or, et un des plus fameux adeptes du nombre d'or, c'est l'architecte Le Corbusier. Si vous êtes allé à Marseille, boulevard Michelot, là, il y a un grand bâtiment qui est un des chefs-d'œuvre du Corbusier, que les Marseillais appellent la maison du Fada. Oui, bon. Ça dit très bien ce qu'ils en pensent. Eh bien, là, vous allez voir quand même qu'il a fait exprès que les rapports entre tout un tas de choses soient égaux au nombre d'or, parce que c'était aussi un fada du nombre d'or. Et sa maison, vous voyez, idéale, eh bien, tout un tas de rapports, vous voyez, sont volontairement égaux au nombre d'or, et aussi pour la place de l'homme, si vous voulez, dans une maison, eh bien, il a introduit des normes, si vous voulez, qui ne sont plus des normes décimales ou quoi, mais ou simplement pour un homme dans différentes positions. Eh bien, si vous faites, il a fait exprès que tous les rapports en question, des nombres qui donnaient là, sont à peu près égaux à phi. Ce n'est pas un hasard, c'est voulu. En peinture, c'est la même chose, vous voyez. On a montré que si on fait des dessins suffisamment compliqués sur des peintures célèbres, eh bien, on fait apparaître le nombre d'or. Si en rentrant chez vous, vous passez devant l'hôtel de ville de Mons et que vous avez un maître pliant avec vous, je ne doute pas que vous arriverez aussi, en prenant les mesures comme il faut, à faire apparaître le nombre d'or. Sinon, je crois qu'on risquerait de vous retirer quand même le titre de capitale européenne de la culture dans 5 ans. Donc on peut toujours arriver, il y a eu des humoristes qui ont fait ça avec une cabine de téléphone en Angleterre, ils ont fait apparaître la date de la bataille de Hastings et de tout ce que vous voulez. Donc quand on prend des mesures avec suffisamment de paramètres, vous voyez là qu'il y en a beaucoup, eh bien on arrive donc à cela. Donc les constructions sont en général alambiquées, et aussi il y a une vraie règle là des peintres, qui est une règle très simple, qui est la construction des 5 huitièmes, des huitièmes, et au point de vue symétrie, ben, vous avez les 3 huitièmes et les 5 huitièmes, évidemment, qui jouent un rôle important, et rappelez-vous que 5 huitièmes, c'est l'inverse d'une approximation de phi, donc là où on voit phi, on voit peut-être tout simplement 8 cinquièmes ou 5 huitièmes. Alors il y a de nouveau là des peintres qui l'ont fait exprès, et vous imaginez bien que Salvador Dali ne s'en est pas privé, et voilà un tableau de Dali où vraiment il y a le nombre d'or. Alors un exercice pourrait déterminer combien de fois le nombre d'or apparaît, et peut-être qu'on ne les a pas encore vues toutes, parce qu'il y a mis beaucoup de malice, si vous voulez, et en plus, histoire de nous embrouiller, il a intitulé ça « Demi-tasse géant volante avec annexe inexplicable de 5 mètres de longueur ». C'est encore mieux que le Capaccioli, ça. Oui. Donc ça, c'est du nombre d'or fait exprès. Ceci aussi, c'est plus modeste, vous voyez, c'est 5 huitièmes. Hein. Et donc, bon, ça, c'est un peu moins figuratif. Et alors... l'essor final, finalement, du nombre d'or est dû à un Roumain, un érudit, un intellectuel roumain, un peu étrange, qui a donné finalement au nombre d'or le côté qui lui manquait, c'est le côté ésotérique. En fait, en reprenant les écrits de Zeissing, Mattila Ghica, c'est lui, ce monsieur, là, vous voyez qu'il a été bien décoré, hein, je crois. Eh bien, il a rajouté une idée. Il a dit en réalité, le nombre d'or a traversé les siècles de manière souterraine depuis Pythagore en étant transmis par
les maçons, les compagnons maçons, et puis les kabbalistes, et puis les Rose-Croix, toutes ces sociétés secrètes, si vous voulez, qui jalonnent notre histoire, eh bien, ont transmis ce secret de proche en proche, et c'est pour cela, c'était le secret des pythagoriciens déjà. Donc il a réécrit l'histoire de tout cela en se servant de considérations pseudo-historiques, et il a donc ajouté, si vous voulez, la pincée de Da Vinci Code qui manquait à l'histoire du nombre d'or. Et donc, c'est la tradition pythagoricienne, c'est le mysticisme du nombre qui nous a été transmis, et alors inutile de dire qu'il envoie aussi des traces dans toutes les civilisations. Alors, il a écrit de nombreux ouvrages là-dessus qui ont l'air très sérieux quand on les regarde. Et malheureusement, si vous grattez un peu, il y a des affirmations qui sont certainement peu vérifiable ou vérifié au point de vue historique, au point de vue scientifique. Au point de vue mathématique, ça n'est pas trop mal. Là, il ne fait pas trop d'erreurs. Et on ne s'étonnera pas que dans ce grand courant, évidemment, on retrouve aussi phi. Si vous avez lu le Da Vinci Code, eh bien, vous savez que le nombre d'or y est aussi. Et sûrement dans beaucoup d'autres œuvres du même type. Alors, pour finir dans le vrai délire, inspiré par Guicca, eh bien, vous pouvez par exemple trouver un petit livre d'un certain Don Néroman. Ce n'est pas son vrai nom c'est Maurice Rougy, et c'est un ingénieur, il était ingénieur à la retraite. Il faut se méfier des retraités. Bon. Il a écrit Le nombre d'or à la portée de tous. Ouvrage malheureusement réédité en 1995, car là, on trouve des choses assez intéressante. Il a réussi à relier par une belle formule ma conférence d'il y a 15 jours de ma conférence d'aujourd'hui, puisqu'il écrit dans son ouvrage que 6/5 de phi au carré, du nombre d'or au carré, c'est égal à pi. Donc, rappelez-vous, pi, qui était un nombre transcendant, est égal à 6/5 de phi carré, qui est un nombre algébrique, donc c'est vraisemblablement faux. Et c'est même faux numériquement, bien entendu, puisqu'il n'a pas été suffisamment loin. Il s'est arrêté aux 3 premières décimales, et en constatant que 3,141 était égal à 3,141, en négligeant les autres décimales, il avait une formule. Voilà. Il a aussi trouvé une formule qui relie le nombre d'or à E, qui est évidemment tout aussi mathématiquement délirant. Je signale comme ça que si vous voulez relier phi à pi, vous pouvez le faire de manière correcte. Phi, c'est 2 fois le cosinus de pi sur 5, mais il faut se taper le cosinus. Voilà. Alors, on y trouve aussi des phrases quand même. Le nombre d'or est à la fois irrationnel et entier. Après les formules qu'elle a écrites, bien entendu, il n'y a pas de raison de s'étonner. Donc, à la fois irrationnel et entier. Si vous n'avez pas compris l'analogie, il vous l'explique. Comme une corde muette ou sonore, selon qu'elle est immobile ou animée d'un mouvement vibratoire. Ben voilà l'analogie qui nous manquait. Mais on y trouve aussi des propos racistes. Je le cite encore, s'il existe une race dont le nombril est trop bas pour la grande majorité des individus, cette race n'a pas encore atteint l'âge de sa maturité. Où a-t-il été chercher cela? Eh bien, il a été chercher cela quand même dans les écrits de Zeissing, car Zeissing affirme dans sa théorie de la beauté que le canon esthétique de la beauté, si vous êtes vraiment beau, il faut que l'altitude de votre nombril, que le quotient de votre taille et de l'altitude de votre nombril soit égal au nombre d'or. Donc si ce n'est pas le cas, moins c'est le cas, moins vous êtes beau, moins vous êtes belle, car ça s'applique aussi bien aux hommes et aux femmes. Donc canon esthétique parmi d'autres pour l'être humain, votre taille divisée par l'altitude de votre nombril, en vous tenant inconvenablement, ne vous en mettez pas à tricher, ça doit être égal au nombre d'or. Et alors voilà,
il donne tout un tas d'exemples, on ne le lit pas bien ainsi, mais bon, ce sont des tribus africaines, ce sont bon, des musulmans, des arabes, etc. Et visiblement, vous voyez que la position du nombril est loin d'être parfaite là par rapport à la taille. Voilà, voilà la hauteur où ça devrait être. Regardez un peu ici, hein, vous voyez comme cela. Et par conséquent, ces pauvres gens, ces pauvres races n'ont pas encore atteint un degré de civilisation suffisante. C'est inquiétant quand même, hein. Alors, il y a des gens qui ont voulu expérimenter là-dessus, des étudiants d'abord, vous imaginez bien. Il y a des étudiants de Münster, ils ont pris des filles, ils ont pris des garçons, ils ont fait le rapport entre la taille et la hauteur du nombril, et vous voyez chez les filles de Münster, ça n'est pas brillant. 1,615 et ça devrait être 1,618 à cette approximation-là. Chez les garçons, par contre, mesdames, vous pouvez vous offrir un petit voyage à Münster. Les gars de Münster, ce sont de beaux hommes. Par contre, ni les filles ni les garçons ne doivent être très forts en statistiques, parce qu'ils arrivent, quand ils font la moyenne de tout ça, ils arrivent, bon. Peut-être qu'ils n'avaient quand même qu'une fille. Hein? Peut-être qu'ils n'avaient qu'une fille. En général, elles sont plus malignes que les garçons, elles ne sont pas laissées. Bon. Mais on a fait ça aussi à Calcutta. Ah, Calcutta. Alors là, bon, on n'a pas de précision sur les sexes, mais vous voyez que à Calcutta, la moyenne ne vaut pas mieux que chez les filles de Münster. Donc ça ne vaut pas la peine de prendre des heures d'avion pour cela. Si vous voulez voir des gens qui vérifient les canons esthétiques de la beauté. Enfin, c'est une suggestion, les journées sont courtes, les soirées sont longues, donc le cas échéant, vous pouvez m'envoyer les résultats, hein, et si j'ai écrit un livre sur le nombre d'or, je les inclurai, voilà. Eh oui, ne veut plus. Bon, alors, je laisse la conclusion, enfin, Paul Valéry. Eh bien, il a écrit la préface d'un des livres de Guica. C'est peut-être pas le mieux qu'il ait fait. Et alors, il marque quand même un peu sa réserve, vous voyez, merveilleuse propriété, pourrait séduire les artistes, donc il pourrait s'en servir en négligeant la grandeur d'exécution, la matière, la localité des ouvrages. Donc voilà, il dit quand même, bon, c'est peut-être un élément, mais ce n'est pas tout. Et dans un très beau livre que je vous recommande, Marguerite Neveu écrit, bien finalement, c'est un fantasme le nombre d'or, c'est le fantasme de la création parfaite, c'est d'avoir le secret de la perfection, et un secret simple si vous voulez, et c'est un fantasme qui se retrouve sous toutes les formes et qui donne l'illusion d'être possesseur des secrets de la création. Donc, on se croit un peu Dieu, si vous voulez, si on pense qu'on peut tout expliquer par le nombre d'or. Donc voilà, certainement ça a joué un rôle important dans les mathématiques, pas autant que Pi, et ça nous a permet encore de faire de belles mathématiques. Ça joue un grand rôle dans la modélisation des phénomènes d'évolution en temps discret, son lien avec les relations des Fn plus 1, qui est une équation aux différences pour les mathématiciens. Donc ça, c'est un système dynamique, et donc ça joue certainement un grand rôle dans ce domaine-là. En ce qui concerne les applications esthético-philosophico-occultes, vous en prenez ce que vous voulez. Je crois que, pour reprendre un sujet à la mode chez les scientifiques, il est aussi utopique, je crois, de chercher à caractériser la beauté par un seul nombre que de mesurer la valeur d'un chercheur par un seul nombre, même si c'est une tendance qui a cours de nos jours. C'est un mauvais exemple. Et par contre, la beauté des mathématiques, on ne sait pas ce que c'est, mais ça a toujours été un des éléments moteurs les plus importants de l'activité du mathématicien. Merci pour votre attention.
Alors avant de remercier M. Marouin de passer au verre qui vous est offert, si vous avez quelques questions à poser à notre brillant orateur, eh bien je vous propose de les poser maintenant. Donc qui ouvre le bal? Vous êtes tous pressés d'aller boire, à mon avis. Oui, monsieur? La première est une question. Vous avez fait état dans votre exposé du moine, je dois chercher mes notes, Capicelli, quelque chose comme ça, et vous faites état que c'est un frère mineur. Alors je suppose que Pacioli, oui. Pacioli, voilà. Oui. Mais vous faites état que c'est un frère mineur. À Oui. ce que je sache, je suppose que c'est pas l'âge qui joue là-dedans. Non, c'est une manière de dire que c'était un franciscain, si vous voulez, dans les ordres mineurs. Non, mineur, ça ne voulait pas dire qu'il est mort d'ailleurs à un âge où il était loin d'être mineur encore. Non, c'est une qualification dans son ordre. Ah d'accord. Oui. Merci. Alors la deuxième réflexion, puisque vous aviez l'air intéressé de poursuivre votre recherche sur le nombre phi, en ce qui concerne la position du nombril. Oui. J'ai eu l'occasion de regarder un documentaire sur le Crazy Horse où apparemment on fait des mesures à partir du nombril. Il serait peut-être intéressant que vous fassiez un petit voyage d'études là-bas. Ah. Eh bien, nous nous retrouvons d'une certaine manière parce que j'avais parlé de pi il y a 15 jours et pour ceux qui étaient là, j'avais donné des devoirs à domicile et ces devoirs à domicile étaient inspirés d'un article que j'avais écrit sur pi il y a quelques années et un des devoirs à domicile que j'avais mis et que je n'ai pas repris dans la conférence, c'était aller à Paris pour vérifier au Palais de la Découverte l'exactitude des décimales de pi qui sont sur un mur circulaire. Ça, c'était l'après-midi. Et puis le soir, rendez-vous au Crazy Horse Saloons pour approfondir les sphères. Donc vous voyez qu'on peut aussi... Oui, c'est certainement un sujet d'étude qui pourrait aussi attirer beaucoup plus de jeunes vers les mathématiques. De jeunes et de moins jeunes. Hein. Une autre question? Je suis sûr que la région wallonne pourra nous financer à condition qu'on emmène quelques députés. Ce n'est pas nécessairement une question, mais une observation. La suite de Fibonacci démarre avec les nombres 1, 1, oui. Et ensuite, on peut établir une suite du même genre avec n'importe quelle paire de nombres au début. Oui. Et puis sur les additions suivant la même règle, on converge également vers... Si vous changez de condition initiale, donc au lieu de 1, vous prenez 5, 6 ou 5, 7, quoi, le rapport tendra quand même toujours vers le nombre d'or, c'est indépendant de la condition initiale. C'est parce que c'est une itération, si vous voulez, et c'est comme pour les mathématiciens dans le théorème de Banach, que quel que soit le point d'où on part, on converge vers la même limite. Oui, donc les conditions initiales changent la suite, mais ne changent pas la limite du rapport. La limite est la même. Oui, merci, c'est tout. C'est vrai. Une autre question, intervention? Non? Oui. Il y a un journal qui paraît tous les 3 mois et qui est consacré uniquement à les suites de Fibonacci et des variantes, le Fibonacci Quarterly. Donc c'est un journal mathématique qui ne s'occupe que de Fibonacci. C'est vous dire qu'on peut broder. Ok. Bien, alors, pour remercier M. Marouin d'être venu 2 fois à Mons, et pour vous remercier vous aussi de votre fidélité, la Faculté des Sciences vous invite donc à un verre qui est offert au forum. Donc c'est juste à l'étage, donc venez-y, c'est gratuit, et vous pourrez continuer à discuter du nombre d'or ou d'autres choses. À bientôt, il restera encore une conférence du cycle, ce sera sur Racine de 2. Mais la date doit encore être fixée. Il y a un petit souci avec le conférencier. Voilà. Merci beaucoup et merci M. Marouin. Bonne soirée.